à toutes et à tous, bienvenue sur TV Bruit pour ce nouvel épisode de L'Effeuillage. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, TV Bruit, on est une web télévision associative et participative. Et à travers les interviews de L'Effeuillage, on veut comprendre et raconter comment les journalistes, les universitaires, mais aussi les citoyennes en l'occurrence, font de l'enquête. À quoi ressemble leur quotidien, quelles sont les difficultés auxquelles elles font face, comment font-ils pour gagner leur vie ou pour protéger leurs sources. Ce sont toutes ces questions qu'on se pose chaque mois sur TV Bruit et sur tous les réseaux en décryptant à chaque fois une nouvelle enquête. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Marie Toustou, qui est membre du bureau de la LDH à Toulouse et aussi membre de l'Observatoire des pratiques policières toulousain. Bonjour Marie. Bonjour. Et l'épisode d'aujourd'hui, il est un peu particulier parce que Marie, comme je le disais, tu n'es pas journaliste, tu n'es pas universitaire, et pourtant, à travers ta participation à l'Observatoire des pratiques policières, tu récoltes des données, tu fais de l'enquête, vous éditez des rapports qui sont d'ailleurs précieux pour un peu mieux comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de s'intéresser à votre travail à l'Effeuillage. Et pour mieux commencer, pour qu'on comprenne un peu de quoi on parle, est-ce que tu peux me décrire qu'est-ce que c'est que cet Observatoire des pratiques policières, de quand il date, par qui il a été créé, qui en fait partie? Est-ce que tu peux me décrire un peu tout ça? Oui. L'Observatoire des pratiques policières, c'est un observatoire toulousain. Il observe les manifestations, d'observer les interactions entre les policiers et les manifestants et les manifestantes, mais aussi d'analyser, de créer des rapports et de rendre une parole publique concernant les libertés d'expression et de manifestation. On a commencé à y travailler en 2016 et il y a eu plein d'événements en fait qui ont été la source et qui ont été déclencheurs, quoi. Le premier pour nous, ça a été sur la commission d'enquête qu'on avait faite à Stevens. Et c'était toutes les conditions de violence qui avaient engendré la mort de Rémi Fraisse. Et pour nous, ça a été assez fondateur parce que là, on s'est aperçu de choses, si tu veux, d'une violence qui était cachée puisqu'on ne la voyait pas, mais en même temps qui agissait. En 2016, il y a eu la loi travail. Alors là, vous avez connu tous et toutes les NAS qu'il y a eu. Et là, déjà, on s'est dit, tiens, il y a des choses qui se passent. Et on aimerait comprendre, on aimerait y voir plus clair et avoir une parole citoyenne. Donc, on a créé cet observatoire le 4 mars 2017. Alors, avec qui? C'est quoi les trois organisations? Tu peux nous les rappeler? Il y a deux organisations qui ont été à l'origine, à la création. Il y avait la Ligue des droits de l'homme et la Fondation Copernic. Et ensuite, le syndicat des avocats de France, le SAF, nous a rejoints quelques mois après. Pour l'instant, on a publié 5 rapports. Et en fait, ces rapports, bien sûr, ils servent à rendre une parole publique auprès des citoyens, mais aussi à alerter les pouvoirs publics. Bien sûr la préfecture pour essayer de défendre toujours la liberté d'expression et de manifestation, mais aussi la démocratie et l'état de droit, bien sûr. Est-ce que tu peux nous raconter les évolutions que vous avez pu voir au fur et à mesure de la publication de ces rapports? Comment a évolué la gestion du maintien de l'ordre dans les manifestations à Toulouse? Quand on a démarré en 2017, en fait, il y a eu un an et demi à peu près où c'était des manifestations tranquilles, c'est-à-dire c'était des manifestations syndicales et la gestion du maintien de l'ordre, c'était plutôt une mise à distance des foules. Après, par contre, là, on a commencé sur l'ère des Gilets jaunes et là, ça a commencé à être très tendu. Et il y a eu aussi des armes qui ont été utilisées comme des LBD à grande quantité, principalement par les baqueux. Comme ça, et des fois sur des choses qui nous semblaient où ils n'étaient pas mis en danger, quoi. Ils sont passés sur quelque chose qui était défensif, donc, ou de désencerclement, à quelque chose qui était offensif. Ça change un peu la donne, hein. On n'est plus vraiment dans le maintien de l'ordre. Ce qu'on a vu là-dedans, c'était surtout une stratégie de la peur, quoi. La stratégie de la peur pour dire, maintenant, vous n'allez plus manifester parce qu'il y a des risques. Il y a des risques de se faire blesser, il y a des risques de prendre des gaz. Et ça, je pense que tout le monde y a été sensible et que malheureusement, ça a marché. Et quand même, ce qui nous pose question, là, c'est que ça enlève quand même la liberté de manifester, et ça menace l'état de droit, quoi. C'était la première, quoi. Et après, ça n'a pas arrêté de s'accentuer, hein, avec le second rapport qui était plutôt sur du maintien de l'ordre. Là, c'était Darmanin. Alors, Darmanin, ça a été clair. Ça a été pour les baqueux, ça a été l'âge d'or, quoi. Enfin, je veux dire, eux, c'est leur triomphe, quoi, hein. Ça veut dire les interpellations. Bon, il est bon de rappeler que de faire des interpellations, ça crée pas...
ça crée pas du maintien de l'ordre comme on l'entend, quoi, hein. Donc du coup, c'était le début de la répression, on peut dire, en 2021. Le troisième, ça a été ça a été plus dur, parce que là, c'était sur la réforme des retraites, hein, qui a été aussi violente. Et il y a eu aussi la manifestation qu'on a observée à Sainte-Soline, mais là c'était sur un inter-observatoire. Et là ça a été ça a été militaire, ça a été la guerre, ça a été une boucherie. Après on a fait le rapport sur la 69. Et sur la 69, est-ce que vous avez vu encore une nouvelle évolution dans la stratégie de maintien de l'ordre et qu'est-ce que vous avez pu observer de nouveau au moment de la 69? Alors ce qu'on a observé à la Cré-Marbre envers les écureuils, c'était une stratégie d'attrition. La stratégie d'attrition, c'est une stratégie de siège, comme au Moyen-Âge, où tout le monde s'est mis ensemble quand même, hein. Il y avait les forces de l'ordre, il y avait la GNAMO, là, l'élite, il y avait à Tosca, il y avait les commandos, des espèces de nervis qui les attaquaient, qui attaquaient les zadistes aussi. Et en fait, tout ça, ça a créé, il y a eu des dispositifs qui étaient complètement illégaux. Et tout ça contre les opposants. Là, ce qu'on a pu analyser après, c'est pas que les autorités administratives le savaient, le pouvoir politique le savait, la préfecture le savait, tout le monde le savait, ils le laissaient continuer, quoi. Et là, je trouve que quand on l'a analysé aussi, on a analysé avec des principes de nécessité. Bon, là, les principes de nécessité, il n'y en avait pas, vous avez compris. Des principes de proportionnalité. Je ne sais pas en quoi ils gênaient, se trinquaient dans les arbres, ils ne menaçaient pas les forces de l'ordre, donc il n'y en avait pas. Et des principes de redevabilité, et j'espère bien qu'un jour ou l'autre, ils en seront redevables de ce qu'ils ont fait. Là, on a un peu brossé rapidement l'évolution de tout ce que vous avez pu voir. Nous, à l'effeuillage, ce qui nous intéresse, en plus de tout ça évidemment, c'est comment vous avez travaillé pour en arriver à ces conclusions. Donc, est-ce que tu peux me raconter, moi j'aimerais bien savoir, quand vous partez en observation, c'est quoi vos méthodes? Il faut qu'on soit à minimum 4 maintenant, avant c'était 3, et maintenant c'est 4 au vu de la violence de l'État et des forces de l'ordre. Il y en a un qui prend des photos et des vidéos, il y en a un autre qui écrit le compte rendu. Le compte rendu, il y a une méthodologie spéciale, hein. D'abord, bien sûr, on compte les forces de l'ordre qui sont déployées, quelle corde d'armes, par exemple, compter les camions de CRS, compter les camions de gendarmerie, compter le nombre, les baqueux, compter la BAC, compter le CSI, faire la différence, voir les armes qui sont utilisées, est-ce qu'ils ont des fusils mitrailleurs, est-ce qu'ils sortent les canons à eau, combien de grenades ils jettent. Après, on prenait les grenades au début et on allait voir ce que c'était, parce qu'on ne savait pas au début, hein. Voilà, il a fallu qu'on apprenne. Nous vous aussi. êtes auto-formé aussi vachement en fait. Mais on s'est beaucoup auto-formé, les grenades des encerclements, maintenant on reconnaît le bruit. On sait reconnaître aussi les commissaires. Selon les commissaires, la répression est plus ou moins violente. On donne l'ambiance aussi. Parce que souvent, c'est vrai qu'en décrivant l'ambiance, ça dit beaucoup de choses, hein. Et après, on décrit toutes les interactions avec les manifestants. Et ça, on le décrit heure par heure et on le localise aussi. Vous prenez des photos souvent? On prend des photos justement pour le localiser et avoir les heures. Et une fois qu'on a fait le compte rendu avec les photos, c'est relativement fiable. Et souvent... La quatrième personne, elle fait quoi? Et la quatrième personne, les deux personnes, Ah oui, parce les qu'il y en a deux 4, autres, ouais. ouais. Les deux autres, ils assurent la sécurité. Du coup, c'est vraiment de l'enquête de terrain. Vous allez vraiment au cœur de l'action, récolter des données. Tu me disais, être observateur ou observatrice, en l'occurrence, c'est un mélange entre quelque chose de scientifique et quelque chose d'intuitif. Tu es d'accord avec ça? Moi, je dirais que c'est presque plus scientifique qu'intuitif, puisqu'on marque tout. On ne travaille que sur des faits réels. Et les faits, ils sont rendus réels aussi par les vidéos et les photos. Si on n'a pas une information vérifiable, on ne la dit pas. Parce qu'il faut que notre parole soit crédible. Il ne faut pas qu'on puisse être pris à défaut sur des choses comme ça, parce que c'est trop important. En plus, avec tout ce qu'on a vu, de décrire ce qu'on a vu, ça suffit amplement. C'est pas la peine d'en rajouter, quoi, malheureusement, hein. Au fur et à mesure des observations, on a créé un concept qui s'appelle la neutralité comportementale. C'était pour qu'on observe tous la même conduite, le même comportement. Alors dans le premier comportement qu'on a mis, ça veut dire qu'on ne se met pas au milieu des cortèges, bien évidemment, puisqu'on observe, donc on se décale. Le second, c'est que, bien sûr, on ne se mêle pas aux manifestants, donc on ne scande pas les slogans, on ne chante pas les chants des manifestants, bien évidemment.
Le troisième point, c'est qu'on n'invective pas les forces de l'ordre. Même si ça nous paraît illégitime, même si on pense que c'est très cher, on ne dit rien. Après, on a aussi des gilets qui sont floqués, observateurs, observateurs. On a aussi des casques et on a des masques de protection. Parce qu'avec tous les gaz qu'on a pris, si on n'était pas au milieu des gaz, on ne pourrait pas observer. Hein, voilà. Et le dernier point, c'est qu'on déclare 48 heures à l'avance à la préfecture et à la direction de sécurité publique, donc la police, le fait de notre observation. Et ça, on l'a fait depuis le début. On l'a fait parce que dès les premières sorties, on a été gazé par des baqueux avec une gazeuse à main. Et c'est pour ça qu'on avait été voir la préfecture. Systématiquement, toutes les fois qu'on est malmené, agressé, on fait des communiqués de presse. Est-ce que ça a changé quelque chose, le fait de déclarer, dans le rapport des forces de l'ordre avec non, vous? non. Encore pour la manif de la Palestine, là, en octobre, on a été, deux observateurs d'entre nous là, ont été poussés et tapés par terre, donc ça ne change rien. Notre observatoire est reconnu par les textes internationaux. Il a été ratifié par l'État français avec la commission de Venise. Et puis, en fait, il a été reconnu aussi en 2021 par le Conseil d'État. Et normalement, on a le même statut que les journalistes. Donc, en fait, c'est illégal, quoi. Vu le nombre de manifs, vu le nombre d'heures d'observation que vous avez dû faire, ça fait une masse de données absolument phénoménale, j'imagine. Le nombre de comptes rendus, j'ose même pas imaginer combien il y en a. Mais c'est énorme. Hein. Et comment vous faites pour compiler tout ça et en dégager un continuum, une dynamique pour rédiger vos rapports? Quand on lit toutes les synthèses, on se dit, chaque fois qu'on a fait la synthèse, à la fin, il y a un petit résumé. Et à la fin du résumé, on se dit, tiens, ils disent ça, ils disent ça. Une fois que c'est corroboré pendant plein de fois, on se dit, ça, on va l'analyser parce que c'est important. C'est ça qui est en train d'apparaître, quoi. Et c'est ça qui est en train d'apparaître. Par exemple, le fait qu'à 16h30, tout soit noyé avec des flots de grenades lacrymo, quand ça fait 6 fois, on s'est dit, tiens, maintenant, ils les montrent, ils en emploient tant. Le fait qu'il y ait des glives F4 qui blessent aussi, on s'est dit, putain, ils ont été blessés, c'est quoi cette grenade qui blesse tout le monde? C'est celle-là. Donc, ça veut dire que c'est la stratégie de la peur, de blesser les gens pour pas faire revenir les gens aux manifs. Et en fait, toutes les fois qu'on a plein de choses comme ça, après on fait un rapport. En plus de l'aspect vigilance citoyenne sur l'état de droit, tout simplement, est-ce que vous avez pu observer une conséquence de vos rapports au niveau médiatique, au niveau institutionnel, au niveau législatif? Je pense que ça a une incidence sur la forme de reconnaissance. Je pense qu'on est reconnu à Toulouse. Quand on est arrivé, on ne l'était pas du tout. Hein. Maintenant, on est reconnu. Hein. On est reconnu par les manifestants, on est reconnu par les zadistes. Madame Borne et Monsieur Darmanin nous ont reconnus en termes de LDH. Hein. On est reconnu aussi par la mairie de Toulouse. Hein. Mais en termes d'interlocuteurs pour que le maintien de l'ordre soit moins répressif, et maintenant ça s'appelle plus de maintien de l'ordre, maintenant on parle de violence, de violences urbaines. Donc en fait, on voit bien qu'on a changé de braquet. Et là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est bien parce qu'on est quand même un outil politique de fond et que c'est bien de surveiller ceux qui nous surveillent, quoi. Parce que je sais pas où ça va s'arrêter, quoi. Après qu'on soit reconnu et que ça ait fait quelque chose, je sais pas, je crois que oui quand même. Hein. Enfin, j'espère que oui, et je crois qu'on l'espère tous. Après, c'est quand même national, hein. Il y en a une quinzaine en France. Je crois que même aux États-Unis, il y en a eu un, c'était un observateur des droits de l'homme aussi qui a été tué. Je pense qu'aussi c'est une vigie, hein. Je pense que c'est aussi l'enjeu de fond, c'est de garantir l'état de droit et la démocratie. Hein. Et tant qu'on n'observe pas et tant qu'on ne fait pas des lanceurs d'alerte, un peu, ça n'arrêtera pas. Hein. Et tu me disais la première fois que concrètement l'inter-observatoire a pris corps, c'était à Sainte-Soline finalement. Oui, à Sainte-Soline, parce qu'on a observé ensemble, mais avant on avait travaillé sur le port des RIO. C'est ce qui est marqué sur la poitrine des forces de l'ordre. On avait travaillé le fait qu'ils ne le portaient pas. Comme ils blessaient des gens avec les LBD et tout ça, et on s'est dit quand même, s'ils sont redevables de quelque chose, il faudrait bien qu'on puisse les repérer. Et si on ne les identifie pas, eh bien c'est foutu. Donc ça avait été le premier travail avec l'inter-observatoire. Et d'ailleurs, ça avait bien marché, puisqu'on a vu gain de cause après au Conseil d'État, au niveau de l'État. Est-ce que depuis, ils reportent les RIO? Mais à un moment donné, on s'est dit qu'ils le portaient davantage, mais maintenant, on ne peut pas dire que tout le monde le porte. Non.
Si tu devais me citer les principales difficultés auxquelles tu fais face, toi, en tant qu'observatrice, au quotidien dans les manifs, qu'est-ce qui est dur? Pour moi, ce qui est dur, c'est qu'on ne s'habitue pas en fait à la violence, surtout quand elle est gratuite, quand elle est souvent gratuite, injustifiée, et principalement, alors là je parle en tant que personne, hein, et principalement quand c'est des personnes, je vois dans les manifestations, quand c'était des personnes qui étaient en situation de souffrance mentale ou qui étaient très alcoolisées et qui se faisaient frapper parce qu'ils ne voyaient pas que les charges arrivaient. Moi, à chaque fois, c'était terrible, quoi. Je me dis, il y a des choses comme ça, ou aussi, par rapport aussi aux écureuils, aussi, d'avoir comme ça un tel harcèlement, une telle stratégie de peur, de stratégie de peur qui t'a tué, quoi, avec des menaces comme ça. Je trouve qu'on a du mal aussi à l'admettre, quoi. Et c'est pour ça qu'on se dit qu'on est utile, quoi. Et ça doit être hyper dur à ces moments-là de garder justement cette neutralité comportementale. J'imagine que justement en tant que personne, humainement, il y a des moments où tu dois avoir envie d'aller gueuler, de dire ah c'est pas possible, et en fait il faut que tu te maintiennes dans ta posture. Vous arrivez à faire ça? Ça t'est jamais arrivé de déborder, de sortir de ta posture d'observatrice? Non, parce qu'en fait on est aussi un groupe, hein, et le groupe il s'autorégule, hein. Si quelqu'un ne l'adopte pas, on se le dit, hein. Et si quelqu'un ne l'adopte pas, il sort de l'observatoire ou non? Il sort de l'observatoire. Si quelqu'un a peur aussi, c'est le groupe qui arrête, hein. À la fin, une fois que les rapports ils sont publiés, le but c'est de les diffuser pour qu'ils aient l'impact le plus grand possible. C'est quoi votre stratégie? Mais là on fait des communiqués de presse, hein. Donc on invite la presse, hein. À force on s'est créé un réseau, c'est le réseau LDH aussi Copernic, hein. Et on s'est créé un réseau aussi avec des photographes qu'on rencontre, avec des journalistes qu'on rencontre. Alors donc il y a Mediapart qui nous a pu publier. On a aussi avec Reporter aussi, qui a pu citer nos articles, Médiacité. C'est quoi le rapport des autres médias et des autres organes de presse avec l'Observatoire? Mais disons que comme ils criminalisent les mouvements sociaux avant qu'ils se passent, hein, ce qu'ils ont fait à Sainte-Soline, ce qu'ils ont fait avec les zadistes et ce qu'ils ont fait principalement à la Turboteuf. Donc en fait, tous les mainstream, chaque fois, ils vont montrer des images de blocs, ils vont montrer des images où les gens sont vécus, où les militants sont vécus, les activistes sont vécus comme des écoterroristes. En fait, ce qu'on montre, c'est qu'il faut faire peur, quoi. Et là-dessus, il y a des journaux qui abondent, comme La Dépêche, par exemple, pour ne pas les citer, hein. Et typiquement, La Dépêche, quand vous les contactez avec votre rapport, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils viennent, hein. Ils viennent, ou ils envoient les stagiaires, ils viennent. Mais après, ouais, c'est souvent les stagiaires quand même. Mais après, bon, mais dans le fond, ils sont pas d'accord avec nous, et je sais pas, ils pensent que ce qu'on fait, c'est pas... Et du coup, dans la publication à la fin, dans leur papier, comment ils parlent de vous? Ils publient pas notre rapport déjà, hein. Ils s'intéressent toujours à la question est-ce qu'on cautionne la violence ou pas. Alors ça, c'est leur grande question, hein, voilà. Une fois qu'on a dit que non, et qu'on était sur des rapports factuels, ils le mettent en doute, ils le suspectent, et après, ce qu'ils vont dire après, c'est qu'on prend parti. Voilà. Parce que de toute façon, si on fait de la politique, c'est qu'on ne peut pas observer. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose, mais ils ne voient pas du tout l'utilité de notre côté lanceur d'alerte, et que ce soit un dispositif politique, enfin, avec comme enjeu l'état de droit, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui leur passe pas du tout, qui n'a pas d'écho chez eux, quoi. Alors qu'avec FR3, Mediapart, Médiacité, et vous aussi, puisque vous nous avez déjà passé, et tous les médias indépendants, je pense qu'on a un écho qui est différent. Ben ouais. On n'est pas assez reconnu avec tout ce qu'on fait comme travail. Je pense qu'au niveau de la presse, on n'est pas assez reconnu, et c'est bien dommage parce qu'on passe énormément de temps à faire ces rapports. On utilise une énergie folle. Bon, après, pour préciser, on n'est pas payé, hein. Je veux dire, c'est vraiment du bénévolat, hein. Pour tous, hein. Marie, merci beaucoup d'être venue nous voir pour nous parler de ton travail, enfin de votre travail à l'Observatoire et de tous ces rapports que vous avez publiés. Merci à vous tous et toutes d'avoir regardé ce nouvel épisode de l'Effeuillage. On remercie encore une fois la chapelle, bien évidemment, le kiosque pour leur accueil. Et on vous invite à partager autour de vous ce nouvel épisode et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de l'Effeuillage. Bonne journée à tous et à toutes.